Salut à tous et bienvenue dans l'été 2013 de l'automobile. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est une spéciale essai. Et oui, nous allons vous tester quelques voitures, quelques autos qui sont sorties récemment sur le marché. Alors, quelles sont les autos dont nous allons vous parler aujourd'hui? Voici tout de suite le sommaire. Un numéro 100% Renault aujourd'hui avec au sommaire l'essai de la Clio de 4ème génération, accompagné de sa variante sportive, la Renault Clio 4 RS. Toujours dans la famille Clio, je demande le SUV citadin. Son nom, le Renault Captur, vous découvrirez son essai aujourd'hui. Nous vous ferons également découvrir l'ancien Scénic, celui de 2012. À quoi ressemblait-il? Réponse dans cette émission. Ça ne marchera jamais selon Renault avec le Twizy? Eh ben si, ça marche. C'est par là que tout a commencé. Voici le Renault Désir, le modèle qui a fait arriver Lorenz Fontenacker à la tête de Renault pour le design. Toujours électrique, je parle de la Renault Fluence Z2 qui subira peut-être bientôt un restylage, sûrement en septembre. Enfin, c'est la citadine star de Renault, voici la nouvelle Zoé, 100% électrique. Et on commence avec le Renault Scénic génération 2012. Bien évidemment pas le 2013. Comment reconnaître un Scénic 2012 par rapport à un Scénic 2013? Vous enlevez la calandre made by Lorenz Fontenacker et vous obtenez le Scénic 2012. Alors on s'était tous posé la question en 2012, pourquoi le Scénic 2012 n'avait-il pas cette fameuse calandre? Eh bien nous avons maintenant la réponse parce que le X-Mode était en préparation. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder le fameux essai 100% western du Renault Scénic. On l'a testé pour vous dans la région de Tabernas. C'était en Espagne. C'est nos journalistes de autodéclic.com qui l'ont testé pour vous. On regarde ça tout de suite. C'est parti, c'est maintenant. Profitant de la douceur du printemps 2012, la star des monospaces se dévoile dans sa toute dernière évolution. Nous l'avons essayé en Espagne, plus précisément à Tabernas, au cœur de l'Andalousie. Qu'on se le dise, Renault Scénic 2012 n'a qu'une seule idée en tête au moment de s'offrir ce restylage de milieu de vie, asseoir sa position de leader européen dans le segment des monospaces compacts. Ainsi, en plus d'un nouveau design plus tendance, Scénic inaugure de nouvelles motorisations et propose davantage de technologies embarquées. Avec 4,36 m de longueur, Scénic fait partie des monospaces les plus compacts du marché. Malgré tout, il propose un compromis intéressant entre habitabilité intérieure et agilité sur la route. Héritant d'un nouveau coup de crayon qui lui offre un regain de dynamisme, Scénic 2012 fait appel à des matériaux plus tendance, comme du chrome ou des plastiques noirs laqués. Les optiques avant ont également été redessinées et sont désormais complétées par des feux de jour à LED avec une mise en valeur propre à chacune des déclinaisons. A noter également que les flancs et le haillon arrière reçoivent des soulignages chromés, tandis que les jantes ont été renouvelées.
l'intérieur, le design de la planche de bord reste inchangé, mais l'habitacle entier propose de nouvelles ambiances, avec par exemple de nouveaux tissus et un nouveau pack mêlant le cuir et l'alcantara. De ces nouveautés d'ordre esthétique, Renault Scénic se met à la page de la télématique. Il propose en effet le Visio-système qui contribue directement à améliorer la sécurité à bord du monospace grâce à un détecteur de franchissement de ligne qui fonctionne particulièrement bien. En revanche, l'utilisation automatique et intelligente des feux de route s'est avérée être un véritable échec, le système oubliant une fois sur deux de repasser en feu de croisement à l'approche d'un autre véhicule. Ceci étant, avec Scénic, il n'est pas nécessaire de viser le haut de gamme pour profiter par exemple d'une connexion USB ou du streaming Bluetooth, accessible dès le premier niveau de finition. Enfin, autre partenariat d'importance, Renault et TomTom qui propose la toute dernière évolution de sa technologie GPS, incluant les services live tels que l'infotrafic ou les données météo. Scénic inaugure de nouvelles motorisations de toute dernière génération. Ainsi, le nouveau bloc diesel Énergie DCi 110 affiche la même puissance que son prédécesseur, mais augmente son couple de 240 à 260 Nm, et ce tout en réduisant ses émissions de CO2. Mieux, grâce à la technologie Stop and Start et à la récupération d'énergie au freinage, Scénic réduit sa consommation en cycle mixte de 4,7 litres à 4,1 litres au 100 km. Des chiffres à prendre malgré tout avec des pincettes, puisque lors de notre essai, le compteur du Scénic affichait une moyenne de 5,8 litres au 100 km. Il faut dire que compte tenu du poids de l'auto et de ses 110 chevaux, il ne faut pas hésiter à pousser un peu les rapports pour obtenir des accélérations dignes de ce nom. Malgré tout, ce bloc est associé à des qualités d'amortissement intéressantes, privilégiant le confort tout en offrant d'excellentes prestations dynamiques. Un savant compromis dont Renault a le secret. Enfin, le constructeur français ne fait pas dans la demi-mesure pour protéger les occupants de ces modèles. En plus du Visio-système, Scénic est équipé en série cette fois, et dès le premier niveau de finition, d'airbags frontaux, latéraux et rideaux. En plus de l'ABS et de l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, l'ESP est aussi désormais de série. Pas étonnant dans ces conditions que Scénic ait obtenu 5 étoiles au très exigeant test Euro NCAP. On continue après le Renault Scénic avec la Renault Clio 4. La Renault Clio 4, c'est la citadine star de Renault qui s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires en un petit peu plus de 20 ans. Née en 1990, la Renault Clio 4 a su marquer les esprits. Mais en 2012, en mars exactement, elle a vu une nouvelle rivale arriver en France, la Peugeot 208. Et on a comparé pour vous la Peugeot 208, cette Renault Clio 4. Alors que vaut-elle au niveau du style et surtout au niveau de l'intérieur? Attention, le comparatif que vous allez voir maintenant, c'est un comparatif statique, non pas roulant. Regardez, la Renault Clio 4 affronte pour la première fois la Peugeot 208, sa rivale directe. La star de la rentrée, c'est elle. 2 mois avant son arrivée, la Clio 4 nous a ouvert ses portes pour une rencontre riche d'enseignements. Nous lui avons opposé pour l'occasion sa plus féroce rivale, la 208. Inlassablement, les citadines de Peugeot et Renault se disputent le titre de numéro 1 des ventes françaises. 2012 marque leur renouvellement et promet une lutte de haut vol entre ces deux stars. De prime abord, c'est leur complet revirement esthétique qui frappe. Pour gagner en finesse, la 208 a réduit le format de sa calandre et de ses optiques et arrondi son profil. Son gabarit lui-même a rétréci pour un double gain de poids et de maniabilité, la Lionne perdant 110 kg en moyenne.
La Clio a suivi le chemin inverse en grandissant encore un peu pour atteindre 4,06 m, soit 10 cm de plus que sa rivale. On remarque cet écart de visu, d'autant que la Renault a perdu 5 cm en hauteur pour se faire plus dynamique. Elle n'a pas négligé le régime pour autant et descend elle aussi sous la tonne en version de base. Surtout, pour séduire en masse, la Clio la joue désormais belle et sportive. Elle affiche une latinité jamais vue avec sa face avant racée et ses galbes ondoyants. Les LED sont de la partie, bien visibles de chaque côté de l'énorme losange, alors que la 208 les intègre à ses optiques. Plus notable, la Renault ne sera disponible qu'en 5 portes et non en 3 portes, une première. À bord, 208 comme Clio revendique une nette montée en gamme. Joliment dessinée, la planche de bord de la Peugeot présente bien, mais c'est la position de conduite qui surprend. L'instrumentation surélevée se lie ainsi par-dessus le volant, miniaturisé et placé bas, d'où un temps d'adaptation. Rien de tout cela dans la Clio, où l'ergonomie se montre plus classique. Grand volant, large fût de compteur et instrumentation mi-analogique, mi-numérique. L'environnement est vite apprivoisé. Mais la qualité des matériaux nous est apparue moins homogène à son bord. La Renault ne fait en revanche pas de concessions sur la technologie. Ainsi, la tablette connectée Airlink impressionne avec ses applications façon smartphone, dont l'une permet même d'orienter le flux audio d'un glissement de doigts. En face, la 208 joue aussi la carte du tactile intégral, mais va tout de même moins loin. Chacune offre de l'espace aux passagers, mais à ce jeu-là, la Clio l'emporte avec sa meilleure garde au toit. Les coffres sont eux aussi quasi ex-aequo. Au final, la Clio 4 semble avoir mis la barre très haute, du moins au regard de cette première rencontre. Égalera-t-elle le plaisir de conduite et le confort de la 208? Réponse en septembre avec nos premiers essais. Et c'est donc parti pour le test de la Renault Clio 4. Et oui, vous avez pu le voir, un beau match entre la Renault Clio 4 et la Peugeot 208. Il est donc temps de tester la Renault Clio 4 pour vous. Regardez. C'est bien simple, au premier coup d'œil, la Clio 4 ferait presque penser à une mini Mégane, preuve de sa montée en gamme. Pour le reste, la citadine française a des allures de coupé 3 portes. Pourtant, il s'agit bien d'une berline 5 portes. Un effet de style accentué notamment par les poignées de porte arrière intégrées et masquées près de la custode. Des poignées qui, mais cela reste à vérifier, pourraient bien être un peu hautes pour des enfants de petite taille. Enfin, les connaisseurs auront remarqué le lien de parenté évident entre cette nouvelle Clio et le concept Désir présenté au Mondial de Paris en 2010. À l'intérieur également, tout a changé. À commencer par cette planche de bord en forme d'aile d'avion. Plus valorisante et au caractère plus sportif, elle peut désormais se parer de plusieurs teintes à l'image du rouge de notre modèle d'essai. Autre point fort, la présence d'une toute nouvelle console centrale noire laquée, intégrant la climatisation et l'ensemble des systèmes multimédia, dont notamment le MediaNav, un écran tactile de 7 pouces permettant de gérer très facilement la navigation, la radio ou encore le Bluetooth désormais de série. Malgré ce beau tableau, quelques reproches subsistent, tels que la découpe un peu grossière des inserts du volant, la fragilité visuelle de la console centrale ou encore la piètre visibilité arrière. Les passagers arrière justement bénéficient d'une grande garde au toit, mais malheureusement d'assez peu d'espace aux genoux. Quant au coffre, il gagne encore en volume par rapport à la précédente Clio, avec désormais 300 litres disponibles. Alors que Clio 3 figurait déjà parmi les références de sa catégorie en termes de tenue de route et de confort, nouvelle Clio parvient à faire encore mieux. Ainsi, malgré un gabarit globalement équivalent, la française affiche aujourd'hui environ 100 kg de moins sur la balance, ce qui a pour effet d'améliorer sa maniabilité.
Ajoutez à cela une direction assistée électrique encore plus directe, et vous comprenez pourquoi la Clio 4 est un régal à mener en ville, mais pas seulement. En effet, malgré ses dimensions de citadine, 4,06 m de long rappelons-le, la Française est une vraie dévoreuse d'espace, aussi à l'aise sur autoroute que sur route de campagne. Les virages serrés s'avalent avec une agilité déconcertante, bien aidés par un centre de gravité abaissé et des voies élargies garant d'une excellente tenue de route. Beaucoup de changements également sous le capot, à l'image de notre modèle d'essai équipé d'une nouvelle évolution du moteur 1,5 litre DCI Énergie 90 chevaux. Nul besoin d'entrer dans les détails, 2 chiffres sont à retenir. 3,2 litres au 100 km de consommation moyenne, soit à peine 83 grammes de CO2 rejetés. C'est simple, aucune autre voiture thermique ne fait aussi bien dans la catégorie. Quant aux performances de ce nouveau moteur, elles sont de haut niveau, avec un couple de 220 Nm, garant de belles accélérations, et une commande de boîte de vitesse encore améliorée. Enfin côté équipement, la nouvelle Clio frappe fort avec notamment la présence d'une aide au démarrage en côte sur presque tous les moteurs, d'une caméra de recul et d'un limiteur régulateur de vitesse. Côté tarif, les entrées de gamme essence et diesel sont respectivement à 13 700 et 16 000 €. Toujours dans la famille Clio, je demande le Captur. Le Captur, c'est tout simplement le SUV sur base de Renault Clio 4, comme le Peugeot 2008 qui est le SUV sur base de Peugeot 208. Mais tel n'est pas le sujet aujourd'hui. On va donc vous parler ici du Renault Captur, un SUV beaucoup plus craquant que le 2008. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder son essai. C'est parti. Vivez l'instant, tel est le slogan de la campagne publicitaire censée vous donner envie de prendre le volant du Captur. Et bien pour y parvenir, Renault a misé sur un dessin jovial tout en rondeur, moins agressif que celui de la Clio 4. Ajoutez à cela des grandes roues, des protections de bas de caisse, une garde au sol surélevée ainsi qu'une large palette de personnalisation et vous obtenez un petit SUV qui malgré son look de baroudeur en herbe est avant tout taillé pour la ville. En effet, il ne mesure que 4,12 m de long, soit 6 cm de plus qu'une Clio 4. À bord, les aspects pratiques n'ont pas été négligés. Au total, ce sont donc 27 litres de rangement qui nous sont proposés, dont 11 litres pour la seule boîte à gants à ouverture coulissante façon tiroir. Une idée originale qui pourra cependant gêner le passager avant au niveau des genoux en cas d'ouverture totale. De même, l'épaisseur importante de la console centrale n'offre que peu d'espace en largeur au niveau des jambes. Le conducteur en revanche est aux petits soins, avec une instrumentation claire et lisible, une position de conduite aussi confortable que facile à trouver, et la fameuse tablette AirLink au maniement très intuitif, quoique un peu lent. Les housses de siège dézippables et lavables en machine sont également une sympathique attention, de même que les élastiques colorés qui font office de poche aumônière à l'arrière. Reste que c'est au niveau du coffre que le Captur se distingue grâce à la présence d'une banquette arrière capable de coulisser sur 16 cm. Résultat, les passagers profitent d'un rayon au genou digne d'une Laguna berline, tandis que le coffre propose de 377 à 1235 litres de chargement. À peine plus lourd que la Clio et donc légèrement surélevé, le Captur jouit d'une très bonne tenue de route, certes pas aussi efficace que celle de la citadine, mais déjà parmi les références de la catégorie. Les prises de roulis sont maîtrisées, de même que les transferts de masse. On apprécie également la position de conduite plus haute qui offre une très bonne visibilité. Quant au confort, il est au rendez-vous, malgré les suspensions qui ont tendance à légèrement dribbler sur revêtement défoncé. Sous le capot, nous avons pu essayer 2 motorisations, un 1 litre de TCE 120 chevaux essence et un 1 litre 5 DCI 90 diesel. Bien qu'accouplé à une très efficace boîte EDC à double embrayage, le TCE essence nous a particulièrement déçus par son manque de couple et ses accélérations à rallonge. Du coup, nous vous suggérons plutôt d'opter pour le DCI 90, garant d'une belle souplesse d'utilisation et de reprise correcte. On lui reprochera juste un manque de dynamisme à pleine charge, notamment lors des dépassements sur autoroute. Au final, malgré un a priori plutôt négatif avant de l'essayer, allez savoir pourquoi, nous avons été séduits par le Captur. Renault a en effet trouvé un bon compromis entre look tendance, habitabilité modulable et comportement routier de premier ordre.
Une bonne surprise, d'autant qu'en fonction des versions, le petit SUV ne coûte en moyenne que 1 200 € de plus que la Clio 4. Décidément, c'est une grande famille, la Renault Clio. Pourquoi? Eh bien parce que après la citadine basique, puis le Captur, je demande la version sportive, la RS, la Clio 4 RS. Eh oui, la Clio 4 RS est donc arrivée en concession, tout de jaune, tout de rouge ou tout de je ne sais pas quelle couleur vêtue, hein, c'est vous qui choisissez la couleur. Eh bien, nous l'avons testé pour vous, sur circuit s'il vous plaît. Regardez, la Renault Clio 4 RS, sur circuit, ça donne ça. Avec la communauté très active autour de la Clio RS, Renault prend un certain risque en calmant quelque peu ce qui représente encore aujourd'hui l'un des meilleurs rapports prix-performance du segment. Elle suit pourtant l'air du temps avec une nouvelle philosophie de sportive à la carte qui s'adapte à l'humeur de son conducteur. Visuellement, malgré un effet d'optique plutôt haut perché de sa garde au sol, la Clio 4 RS affiche une belle agressivité. La lame ondulée à l'avant a été reconduite ainsi que le très pimpé extracteur arrière qui, selon les ingénieurs, génère à lui seul 80% d'appui aérodynamique. L'ambiance à bord est assez similaire à celle de la Clio 3 avec une majorité de plastique sombre relevé par des surpiqûres, des contours d'aération et de commande ou encore des baguettes de porte rouge. Attention aux sièges en cuir, car même s'ils offrent un bon maintien, la qualité des matières et leur consistance trop moelleuse justifient mal les 1 000 € exigés. Renault en profite et inaugure ici son système Airlink très attendu et un poil en retard. Véritable boîtier à tout faire, réactif, précis, intuitif, il serait dommage de s'en priver, même si pour profiter de tout le panier d'applications, il faudra s'abonner. Pour 250 € supplémentaires, Airlink peut se doter du RS Monitor 2.0 qui équivaut à une télémétrie embarquée avec un système de capture via port USB. C'est le bloc 1,6 litre suralimenté en provenance de l'allié Nissan qui propulse cette fois la nouvelle Clio RS. Les ingénieurs Renault Sport ont retouché l'admission d'air, le répartiteur et le papillon et ils ont préféré un turbo à faible inertie, plus compact. Le gain le plus notable est bien entendu la disponibilité du couple Maxi qui, grâce à la suralimentation, atteint 240 Nm dès 1750 tours minute pour la Clio 4 contre 215 Nm, c'est moins, à 5400 tours minute et là c'est plus pour la Clio 3. Les performances restent malgré tout relativement proches avec 2 dixièmes d'écart seulement sur l'exercice du 0 à 100 km/h en faveur de la Clio 4. Les bienfaits du downsizing ont surtout permis à la consommation de chuter de 25%. Bien calée à son volant, avec les 2 palettes fixes, la Clio devient plus accessible techniquement et permet notamment de tomber jusqu'à 3 rapports à la volée après une longue pression sur la palette de gauche. N'en déplaise aux puristes, la Clio 4 RS n'est disponible qu'avec la boîte EDC. Fini donc le talon-pointe. Le comportement routier, lui, est dicté par le RS-Diff, qui, à la manière du XDS chez Volkswagen, agit électroniquement sur la motricité du train avant. L'effet est nettement perceptible, le train avant de la Clio 4 RS est particulièrement incisif, précis, et la direction raffermie via le RS Mode permet d'autant plus de se faire rapidement plaisir. Dans tous les cas, la Clio 4 RS se veut moins extrême que sa devancière. Un sentiment appuyé par la montre de suspension à butée hydraulique permettant de sauvegarder les dorsaux sur les nids de poules ou encore les points de corde trop optimistes. Les plus exigeants néanmoins pourront se rabattre soit sur le châssis Cup, même s'il reste encore très confortable, ou sur les futures versions plus radicales annoncées à demi-mot par le constructeur. Toujours est-il que la Clio RS reste plus que jamais un parfait outil d'apprentissage du pilotage. Elle est même plus abordable grâce à sa transmission, mais aussi plus ludique, voire pédagogique, grâce au RS Monitor, dont il sera un plaisir d'éplucher les données le dimanche soir, pendant que la RS, évidemment, refroidit au garage. On va continuer avec la Renault Désir. La Renault Désir, c'est tout simplement le concept qui a fait arriver Lorenz Weidenacker à la tête du design Renault en 2009. Avant Lorenz Weidenacker, il travaillait chez Mazda. Et oui,
Et après, il a été débauché par Renault. Et donc, eh bien, c'est lui qui s'occupe maintenant de la Clio 4, du Renault Captur, de la nouvelle Zoé, qu'on va voir tout à l'heure, et donc du nouveau design. Et c'est lui qui a créé cette calandre tout de noir vêtue. Et nous, eh bien, on va justement regarder le concept qui a tout créé. C'était au Mondial de Paris 2010. Il s'appelait le Renault Désir et on pensait déjà qu'il avait un air d'Alpine. Pour vous dire, on avait raison puisque 2 ans plus tard, enfin pas 2 ans, oui 2 ans plus tard, Renault représente de nouveau le Désir, mais sous forme un petit peu plus évoluée. Son nom, l'Alpine A110-50 pour les 50 ans de la 110. C'était presque la même, hein, la face avant avait légèrement changé, la face arrière avait reçu 2 pots d'échappement, mais c'est tout. Alors à quoi ressemble cette Renault Désir, pas comme les autres? On regarde l'essai tout de suite. L'essai sur circuit d'une sportive électrique, une sportive, façon de parler, regardez. Après avoir monopolisé l'attention du public lors du dernier mondial de Paris, le concept électrique Renault Désir sort du cadre confiné du parc des expositions pour se dégourdir les jantes sur circuit. L'occasion pour une poignée de journalistes de prendre les commandes de l'engin, une expérience étonnante à bien des égards. Premier né d'une série de 6 concepts symbolisant les étapes marquantes de la vie, la Désir choisit d'incarner l'amour et bien sûr le désir. Elle mise ainsi sur la séduction en sublimant ses traits par une teinte rouge évoquant la passion. Dans l'habitacle, on retrouve cet univers onirique avec par exemple des sièges jumelés pour les 2 passagers, des couleurs charnelles et surtout une lumière simulant les battements d'un cœur que l'on distingue à travers les éléments de l'assise. À bord, on profite des quelques minutes d'acclimatation avant l'essai pour faire l'inventaire des accessoires. Sans surprise, on retrouve la panoplie commune aux récents concepts comme la rétrovision confiée à des caméras, des écrans à profusion et une instrumentation assez peu intuitive. Il est à présent temps de mettre à l'épreuve de la piste cette pulpeuse créature à la fiche technique alléchante. Jugez plutôt. La Désir embarque en théorie le moteur électrique de la Fluence Z2 dont la puissance a été portée à 150 chevaux. Une cavalerie modeste à mettre en parallèle avec le poids-plume de l'engin qui n'accuse que 830 kg sur la balance. Mais au moment de mettre les watts, c'est la déception. Le 0 à 100 km/h est loin d'être aussi enthousiasmant que nous l'imaginions. En réalité, la conception rapide du concept a contraint les développeurs à faire quelques concessions sur l'intégration du moteur. Pour gagner du temps, le choix d'emprunter une mécanique existante et éprouvée a été validé. Malgré l'absence d'une mécanique péchue, la conduite du concept évoque l'univers de la compétition. Tout d'abord, la visibilité réduite, mais aussi la position de conduite près du sol, la direction très ferme, l'amortissement rigide, bref, il ne manque au Désir qu'une cavalerie digne de ce nom. Difficile d'être critique envers un concept car, et pourtant, seul un moteur sportif manque cruellement à cet étonnant Désir. Une maladresse que l'on excuse bien volontiers, le style étant bien sûr sa priorité absolue. A ce titre, la barre est haute et les 5 prochains prototypes de la série auront du fil à retordre pour lui arriver à la cheville. On attend donc avec impatience les prochaines étapes. On continue ce numéro spécial Renault de l'été 2013 de l'automobile avec la Renault Fluence Z2 qui est la première Renault électrique à être lancée sur le marché français. Et oui, elle a été lancée en 2010, déjà notre Fluence Z2 avec un style plutôt futuriste et très inspiré du concept présenté au salon de Francfort en 2009. Et donc, ce que je vous propose, c'est de retrouver son essai tout de suite. Regardez. C'est sur les routes du Portugal que nous nous sommes rendus pour essayer la dernière nouveauté Renault, la Fluence Z2. Cette dernière marque avec le Kangoo Z2 les grands débuts de la gamme écologique développée par le Lausanne. Présentée comme la solution aux problèmes de pollution, l'électrique devrait arriver massivement sur nos routes dans les années à venir. Renault ne risque pas de rater le virage, puisqu'il est l'un des premiers constructeurs à se lancer sur ce marché. Côté style, la Fluence Z2 n'introduit rien de nouveau. On la connaissait déjà sous nos latitudes dans sa version thermique qui n'avait pas spécialement conquis le public. Mais si Renault persiste avec une berline tricorps pour tenter de populariser sa gamme Z2, c'est qu'il s'adresse dans un premier temps aux entreprises. À l'intérieur, même constat, la planche de bord reprend les équipements de la Fluence thermique. La présentation de l'instrumentation n'évolue pas, ou très peu,
avec l'installation d'une molette pour naviguer sur le GPS et l'arrivée de nouveaux indicateurs propres aux véhicules électriques, tels que le niveau de batterie ou encore l'indicateur du type de conduite. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'arrivée des batteries ne change rien à l'habitabilité de la berline, qui, notons-le, s'allonge succinctement. La partie de la voiture qui paie le prix fort, c'est le coffre. Le volume de chargement passe ainsi à 317 litres, auquel s'ajoutent 23 litres de rangement répartis dans l'ensemble du véhicule. Sous le capot, le bloc électrique à rotor bobiné développe 95 chevaux et 226 Nm de couple, le tout dans un silence plus que déroutant. De quoi avaler le 0 à 100 km/h en 13 secondes, et bien sûr en douceur et sans à-coups. Au démarrage, évidemment, pas de bruit, à tel point que l'on se pose même la question de savoir si le moteur est en marche. Heureusement, tout est prévu, un petit bip se fait entendre, précisé par l'apparition d'un voyant Go sur le compteur de vitesse pour vous indiquer qu'il est temps de prendre la route. Si le travail réalisé sur le châssis et la répartition des masses permet de profiter d'un comportement routier agréable, on peut parfois regretter de ne pas disposer d'un peu plus de puissance. 95 chevaux, même en électrique, ça peut paraître un peu juste pour une tonne 605. Mais quand on conduit ce genre de voiture, la vitesse n'est pas le premier objectif. Et il vaut mieux, parce que si vous êtes adepte des sensations fortes et de la vitesse, vous ne risquez pas de profiter des 180 km d'autonomie annoncée, et vous verrez votre consommation s'envoler bien au-delà des 12,4 kW par kilomètre que nous avons atteint. L'autre atout de la Renault Fluence Z2, c'est son prix. Alors qu'aujourd'hui encore le tarif reste un frein non négligeable à la popularité des électriques, la Fluence Z2 s'échangera contre 20 900 €, bonus écologique de 5 000 € déjà déduit. À cela s'ajoutent les 82 € mensuels pour la location de la batterie, qui inclut une assistance toute panne. Le client devra aussi y aller de sa poche au niveau de la recharge. En effet, si vous voulez profiter d'une charge rapide et pas de la simple prise secteur, comptez entre 800 et 1000 € pour l'installation de la wallbox proposée par le constructeur. Véritable alternative pour les habitants des villes et pour les petits trajets quotidiens, la Fluence Z2 devrait surtout se retrouver comme véhicule de flotte. Mais elle marque bien l'intérêt de cette nouvelle technologie qui attirera probablement plus le grand public avec la sortie de voitures telles que la Zoé. On va vous parler de la Renault Twizy maintenant, qu'on vous a déjà parlé en tout début de saison, dans l'été 2013 de l'automobile. Eh oui, pour ceux qui ont raté l'essai, pour ceux qui n'ont pas envie de descendre pour voir d'autres vidéos, eh bien je vous propose tout de suite de regarder l'essai du Renault Twizy, la citadine élégante et surtout insolite du constructeur, désormais proposée en finition cargo. Ça veut dire en finition utilitaire, où la place arrière a été bêtement supprimée. Et donc, ce que je vous propose, c'est de retrouver l'essai du véhicule le plus fun du moment. Attention, le Renault Twizy n'est pas considéré comme une voiture, mais bien comme un quadricycle électrique. C'est d'ailleurs un de ses petits défauts. La voiture ne peut donc pas bénéficier du bonus de 7 000 €. Mais il faut dire que si elle est proposée, je crois, à partir de 6 990 € ou un tout petit peu plus de 7 000 €, ça aurait été donné. Allez, on regarde l'essai tout de suite, le Renault Twizy 100% électrique. Souvenez-vous, il y a une petite décennie, Renault ironisait sur le succès de la R16, de l'Espace ou de la Twingo, en multipliant les publicités sur le thème « ça ne marchera jamais ». Le losange confirme n'avoir pas remisé son audace légendaire et lève le voile sur un drôle d'engin ovoïde baptisé Twizy. Chaînon manquant entre scooter et automobile, ce véhicule électrique se plaît à bouleverser les catégories existantes. Que ce soit à Paris, Londres, Milan ou ici à Ibiza, d'emblée le look de Twizy interpelle. Habitacle ovoïde, gratifié d'étranges ouvrants en élytre, menton proéminent, bandeau de feu arrière futuriste et petit trou au carénage minimaliste,
Ce drôle de véhicule, au regard étonné, ne manque pas d'attirer les badauds. À l'image des Kangoo et de la Fluence Z2 ou de la dernière Zoé, ce quadricycle a vocation à étendre la gamme électrique zéro émission déjà étoffée du constructeur français. Proche dans son concept du scooter fermé BMW C1, né voici 12 ans, l'engin, long de 2,34 m et large d'1,39 m pour une hauteur d'1,45 m, présente une compacité à rendre une Smart Fortwo folle de jalousie. Il faut dire que l'objet, qui cantonne sa masse sous les 400 kg sans la batterie, s'inscrit sur le segment des quadricycles électriques, à l'instar des voiturettes pétaradantes qui parcourent nos campagnes. À la différence de celle-ci, la petite Renault mise sur le dynamisme pour imposer son nouveau mode de mobilité. Perché sur des montes pneumatiques spécifiques de 13 pouces, développés par Continental, le bolide se comporte sensiblement à la manière d'un kart. Les prises de roulis sont maîtrisées et on se prend vite au jeu des courbes parfaitement taillées, tant Twizy semble poser sur des rails. Le freinage est mordant et qui plus est endurant. Apte à être rechargé complètement en 3h30 sur prise traditionnelle, grâce aux pratiques câbles disposés dans son museau, Twizy propose un étonnant compromis entre confort et dynamisme. Porte en élytre dont la fermeture incomplète dispense d'un système de désembuage, Twizy joue la carte de la simplicité. Assis face à une planche de bord en ellipse, le conducteur dispose d'un petit volant emprunté à la gamme classique qui laisse entrevoir l'instrumentation analogique, sise sous une petite casquette. L'habitacle bénéficie de panneaux laqués pour exhaler une touche ludique, mais mise sur la robustesse comme en attestent les ajours de l'assise, destinés à mieux surmonter les intempéries. En fonction de son propulseur, la nouvelle citadine aux losanges appartient donc à la catégorie des quadricycles légers. Bridée à 45 km/h dans sa première déclinaison, accessible dès 16 ans, elle peut croiser à 80 km/h dans la seconde, grâce au haut niveau de performance de ses batteries lithium-ion. L'autonomie affichée, comprise entre 100 et 120 km, s'avère quant à elle pleinement en phase avec l'utilisation urbaine revendiquée. Exempté d'ABS ou de SP, Twizy ne rogne pas pour autant sur la sécurité et gratifie son conducteur, logiquement dispensé du port du casque, d'un airbag frontal et surtout d'une double ceinture 3 points. Exhibant son moteur en position centrale arrière, à l'image de la défunte Clio V6 et surtout ses liaisons au sol, mises au point par les spécialistes de Renault Sport, Twizy joue la carte du dynamisme. Au final, ce nouveau venu dans la famille Renault détonne par rapport au reste de la gamme. À la fois fun et éco-responsable, Twizy est qui plus est financièrement intéressant, puisque la location mensuelle de sa batterie équivaut à un plein d'essence. Vous connaissez tous la Renault Zoé? Je l'espère, car j'espère que vous le voyez de plus en plus dans les rues. Car la Renault Zoé, c'est la première citadine faite pour être populaire et surtout 100% électrique. Et oui, l'électrique, et donc vous l'avez donc compris, est donc bien né chez Renault.
Et ce que je vous propose, c'est de regarder l'essai de cette citadine pas comme les autres, une citadine 100% électrique s'inspirant de la Clio 4, à l'intérieur notamment. Regardez. Quatrième modèle de la gamme électrique de Renault, la Zoé est de loin la plus jolie, mais aussi la plus réussie. C'est une véritable vitrine technologique qui revendique par des reflets bleutés son appartenance au monde de l'électrique. Quand on entre à bord, on remarque tout de suite le tableau de bord numérique, une impression de modernité qui s'applique à l'ensemble de l'habitat. Toutes les Zoé sont équipées en série de AirLink, un écran tactile qui permet d'afficher la navigation GPS ainsi que les fonctions liées au multimédia. Un système facile à manipuler et qui permet de bénéficier de services connectés, dont certains liés à l'univers du véhicule électrique. Vous ne verrez jamais s'afficher au démarrage les 210 km retenus à l'homologation, mais par contre on bénéficie de 100 à 150 km réels d'autonomie, ce qui est déjà une réelle avancée, mais tout dépend évidemment du style de conduite. Cette performance est due à plusieurs facteurs. On peut évoquer le rôle des pneus verts signés Michelin, celui des freins découplés à récupération d'énergie qui permettent de recharger la batterie en freinant, ou encore celui de la pompe à chaleur, un dispositif astucieux de climatisation réversible qui consomme moins d'énergie. L'autre point fort évidemment, c'est le silence à bord. Rouler en Zoé est vraiment très reposant. Sur un plan dynamique, la voiture délivre la puissance instantanément. La Zoé accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes. On apprécie par ailleurs son agilité. Elle est maniable et même vive grâce à un centre de gravité placé bas. La Zoé affiche sur l'écran AirLink où se trouvent les bornes les plus proches en cas de besoin. Pour se recharger, il suffit d'appuyer sur un bouton à gauche du volant ou sur la carte main libre. Une première fois pour ouvrir le losange Renault, puis une seconde pour ouvrir la trappe qui recouvre le port de charge unique. Il ne reste plus alors qu'à attraper le câble de charge et à le brancher. Au passage, Renault a doté la Zoé d'un chargeur embarqué, qui a pour nom Caméléon. Il s'adapte à la puissance de la borne et recharge dans un délai compris entre 30 minutes et 9 heures. C'est astucieux, mais le problème est qu'il ne fonctionne pas sur une prise classique en 220 volts. À domicile, il faudra donc s'équiper de la fameuse Wallbox. Sinon, il reste la solution des bornes de recharge publiques au nombre de 20 000 en Europe. En France, on pourra par exemple se brancher sur le réseau Autolib. Bilan, Zoé est une électrique qui reste une vraie voiture et dont le design ainsi qu'un prix attractif pourrait faire changer bien des mentalités. C'est la fin de ce long épisode spécial Renault, le plus long de cette saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et oui, je vous promets, on ne fera plus jamais d'épisode aussi long, je vous le promets. Enfin, en tout cas, normalement. Allez, on se retrouve lundi pour une émission spéciale, une émission placée sous le signe de la BMW i3. Et vous savez quoi? J'ai déjà les images, mais je ne vais pas vous les montrer avant lundi. Allez, salut à tous, ciao bye bye.